Eh bien, bonjour à tous. Donc, c'est avec un très grand plaisir et de l'honneur également que je vais vous présenter ce diaporama intitulé Singularité des maladies auto-inflammatoires observées chez l'adulte, et donc schématiquement de voir ce que le rhumatologue adulte ou le médecin des adultes, interniste ou rhumatologue, peut percevoir de ces maladies auto-inflammatoires. Et pour le faire de façon vivante, en fait, j'ai choisi de segmenter mon propos à partir d'histoires cliniques de patients suivis dans le service à Bordeaux, et dont vous verrez que certains nous ont posé quelques petits problèmes de décision qui sont, vous le verrez, très propres à ce que l'on peut observer de ces maladies auto-inflammatoires à un âge inhabituel, puisque invariablement ces maladies sont perçues comme des maladies pédiatriques. Alors effectivement, la caractéristique de ces maladies auto-inflammatoires, c'est donc des maladies qui correspondent à un déséquilibre, grossièrement de l'équilibre des cytokines, des facteurs pro-inflammatoires et des mécanismes de régulation naturelle anti-inflammatoire, pardon. Alors vous avez l'habitude en biologie, chaque fois qu'il y a un accélérateur, il y a au moins un frein, et très schématiquement, les maladies auto-inflammatoires, on peut les résumer comme soit un accélérateur qui appuie trop fort, soit un frein qui marche mal, la résultante étant un excès d'inflammation en fonction de différents stimulus auxquels le malade peut être exposé au cours de sa vie. Ces maladies, elles ont un support génétique. Ce sont pour l'essentiel, en tout cas dans leur description pédiatrique, des maladies monogéniques, et finalement on en fait des maladies pour les pédiatres. Et ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que ce n'est que partiellement exact, et il y a les médecins adultes peuvent indéniablement être confrontés à ce type de situation. Et vous allez voir très simplement sur cette diapositive, vous regardez les tranches d'âge auxquelles les symptômes débutent pour les maladies les plus prototypiques de ce que sont les maladies auto-inflammatoires. Vous voyez, ne serait-ce que la fameuse fièvre méditerranéenne familiale, la maladie périodique, eh bien, voilà, le diagnostic, c'est pas obligatoirement à la petite enfance, et bon nombre de patients sont en fait diagnostiqués relativement tardivement à l'adolescence, voire chez le tout jeune adulte, mais vous voyez, cette limite, alors qui vaut ce qu'elle vaut, inférieure à 20 ans, ça peut être un petit peu plus tard. Et puis, regardez beaucoup plus loin, le TRAPS, donc cette maladie du récepteur du TNF, eh bien là, cette fois-ci, vous avez, alors ça reste de l'adulte très jeune par rapport à moi, bien sûr, mais des diagnostics possibles jusqu'à la trentaine, et donc là, on n'est plus du tout quand même en pédiatrie. Vous serez d'accord avec moi, vous en conviendrez. Alors, la situation, en fait, la plus simple auquel est confronté un médecin adulte, c'est en fait de récupérer des patients qui ont été suivis et diagnostiqués en pédiatrie. Alors, vous savez qu'un certain nombre de ces malades échappent à nos collègues pédiatres, ils survivent plutôt à nos collègues pédiatres, et donc un jour ils parviennent à l'âge adulte, et enfin ils vont voir des médecins qui vont s'occuper proprement d'eux. Et je vais vous exprimer ça avec une histoire suivante, une double histoire, vous verrez, qui a une connotation un petit peu très très particulière. Alors c'est une femme de 51 ans que nous avons eu le plaisir de prendre en charge il y a quelques années. Vous voyez, son histoire, elle est relativement limpide. Notion d'urticaire très tôt dans l'enfance, des troubles d'acquisition de la marche, probablement satellite de douleurs articulaires, donc jusqu'à l'âge de 18 mois, des yeux rouges avec une sensibilité à la lumière qui l'obligeait à rester longtemps dans le noir, des maux de tête par crise extrêmement fréquentes, plusieurs fois, une fois, deux fois dans le mois, des crises fébriles extrêmement fréquentes et récurrentes avec jusqu'à 42 fièvres, des frissons, surtout quand elle était fatiguée, et puis des choses là aussi qu'on repère très facilement dans ces maladies auto-inflammatoires, une amygdalectomie, des adénoïdectomies jusqu'à l'âge de 5 ans, des arthralgies, des troubles de l'audition qui vont se développer progressivement vers l'âge de 10 ans et qui vont s'accentuer ensuite, une appendicectomie à l'âge de 12 ans. Tout ça, bien sûr, conduit à évoquer une maladie auto-inflammatoire, mais maintenant.
À l'époque, vous regardez si cette femme a 51 ans maintenant, à l'époque, en fait, on a évoqué un rhumatisme articulaire aigu, on a évoqué une maladie de Steele dans un second temps, et ce n'est que très tardivement, et de façon assez incroyable, parce qu'un de ses cousins était rhumatologue dans un hôpital périphérique de Bordeaux, donc un garçon brillant, hein, parce qu'il faut avoir une belle connaissance de la médecine si vous resituez il y a 25 ans. On parlait beaucoup moins de ces maladies auto-inflammatoires. Eh bien, on a évoqué à cette époque une maladie de Muckle-Wells. Et puis cette jeune femme à l'époque, donc 25-26 ans, alors qu'elle continue à avoir ce type de manifestation, elle se marie, elle a un enfant, et cet enfant très rapidement va présenter le même type de symptômes. Là, cette fois-ci, les maladies auto-inflammatoires sont bien décrites, le diagnostic est rediscuté extrêmement rapidement, et c'est nos collègues pédiatres qui vont confirmer chez ce garçon une maladie de Muckle-Wells. Et comme on pousse vraiment la conscience professionnelle à ce plus extrême degré, eh bien, ce garçon, pour mieux le surveiller, en fait, il a été scolarisé dans la classe de ma fille, et donc je l'ai connu pendant de nombreuses années. Il a beaucoup fréquenté ma fille, j'étais très inquiet parce que c'est quand même une maladie génétique. Alors, ce garçon, en fait, il va bénéficier des progrès de la thérapeutique, et en 2006, alors que sa maman est traitée avec plus ou moins de succès, et plutôt moins que plus, par de l'anakinra, eh bien, nous avons connaissance que Isabelle Conepo a à disposition un nouveau produit qui va être essayé dans la maladie de Muckle-Wells, le canakinumab, et donc la mère et le fils vont être dirigés vers le crémin Bicêtre et vont intégrer l'essai clinique d'Hélène Lachmann, conduite par Hélène Lachmann, qui va conduire à la commercialisation du canakinumab dans cette indication. Et dès les premiers jours de ce traitement, en fait, la mère et le fils deviennent quasiment asymptomatiques. Et en fait, on n'aura que quelques épisodes depuis maintenant des années de récurrence d'histoires fébriles, notamment à la faveur de vaccinations. Et donc, c'est ça qui va m'amener à vous dire finalement que la première des circonstances de prise en charge d'une maladie auto-inflammatoire par un médecin adulte, c'est de récupérer des patients qui ont été diagnostiqués dans l'enfance, bien sûr de poursuivre le traitement, de surveiller les complications tardives avec un S, ce serait mieux, de vérifier la stabilité des taux de CRP, une fois par an la SAA, et d'ajuster éventuellement le traitement en fonction d'une SAA un petit peu trop élevée ou de taux de CRP trop élevé, de suivre les paramètres lipidiques, notamment là pour cette histoire liée au traitement par le canakinumab, et puis éventuellement d'ajuster le traitement encore une fois en fonction d'une reprise évolutive, en fonction de l'évolution pondérale des patients qui peuvent prendre un peu d'embonpoint alors à la faveur ou non de ce type de traitement. Et puis il peut toujours y avoir des échappements thérapeutiques avec notamment les phénomènes d'immunisation contre traitement. Mais ça c'est facile parce que le diagnostic il a été fait par les pédiatres. Alors il y a en fait plusieurs situations beaucoup plus compliquées qui amènent des médecins adultes à effectuer un diagnostic de maladie auto-inflammatoire. Et en fait, il y a trois types de situations. La première situation, c'est un peu ce qu'avait présenté la mère de cet enfant, c'est les erreurs de diagnostic pendant l'enfance. Une maladie auto-inflammatoire qu'on a prise à tort pour une arthrite juvénile idiopathique ou pour une maladie dysimmunitaire sans qu'on ait de preuves formelles de dysimmunité. La deuxième situation, c'est les formes plus rares, point d'interrogation, plus rares, à révélation tardive, et ça va être essentiellement le fait de la fièvre méditerranéenne familiale, du TRAPS, pour la raison qu'on a donnée tout à l'heure, d'un âge au diagnostic possible, donc après 20 ans. Mais il y a peut-être d'autres formes, et on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis le dernier point, c'est les formes de chevauchement. Entre une maladie auto-inflammatoire qui est peut-être pas complètement constituée, et puis une véritable maladie inflammatoire de l'adulte, une maladie, par exemple, comme une spondylarthrite, et on en discutera une forme tout à l'heure. Et ça, c'est probablement un des éléments finalement les plus fréquents et qui amène à se poser beaucoup de questions en termes de gestion thérapeutique. Alors, on va essayer de prendre ces trois situations les unes après les autres,
en retenant ce plan donc de diagnostic. On va commencer par le diagnostic non fait pendant l'enfance. Et je vais vous parler d'une histoire toute récente pour nous, un homme de 35 ans que j'ai vu en fait en consultation il y a un peu plus d'un an maintenant, pour un décèlement de prothèse de genou, 35 ans, un décèlement de prothèse de genou, c'est une prothèse de genou qui a été posée en fait très tôt dans la vie, à l'âge de 20 ans. Et en fait, ce garçon a eu 2 prothèses de genou posées, l'une à 20 ans, l'autre à 25 ans, pour des séquelles d'un rhumatisme inflammatoire juvénile. Et alors, pourquoi il va voir un rhumatologue avant de voir l'orthopédiste? C'est parce qu'il a des souvenirs tout à fait cuisants de ce qui s'est passé lors des interventions chirurgicales précédentes. Il a fait d'énormes troubles de cicatrisation cutanée à chacune de ces interventions, des troubles de cicatrisation qui ont nécessité des greffes cutanées. Chaque zone de prise de greffe a été l'objet de complications infectieuses, nécrotiques, qui ont conduit à des semaines, voire des mois d'hospitalisation pour l'atteinte la plus lourde, la plus compliquée. Alors, en fait, c'est quand même très inhabituel tout ça, et donc on va s'efforcer de reprendre l'interrogatoire de ce garçon et de lui faire préciser ce qu'est cette arthrite juvénile idiopathique. En fait, il se rappelle pas tout parce que ça a démarré très très tôt dans la vie. Ce dont il se souvient, c'est qu'en fait, il a présenté brutalement, manifestement, un gonflement d'une cheville extrêmement douloureux à l'âge de 2 ans, en tout cas ce qu'on lui a répété ultérieurement, qu'il a été hospitalisé. À l'époque, il était dans le nord-est de la France, et à la ponction, en fait, on a retiré un liquide purulent, et du fait de ce liquide purulent, ce garçon a été hospitalisé dans une unité de maladies infectieuses pour une suspicion d'arthrite septique, et puis rapidement, cette arthrite septique, entre guillemets, a été suivie en parallèle par des infectiologues et par des chirurgiens orthopédistes. Aucun germe n'est retrouvé sur le liquide articulaire. Donc en fait, le traitement va consister en un arthrolavage fait par les orthopédistes, en une succession d'antibiothérapies couvrant le plus large spectre possible, et sans véritablement de succès thérapeutique, et même de façon très surprenante, le gonflement de la cheville se bilatéralise, la deuxième cheville se prend, et là encore, on retire un liquide puriforme et on rechange des antibiotiques et on refait un lavage. Et puis ce n'est que quand la maladie s'étend aux 2 genoux qu'on va se demander si c'est véritablement infectieux et si on n'est pas plutôt en présence d'une arthrite juvénile idiopathique. Et donc ce garçon est ensuite confié à une équipe de pédiatrie qui va traiter cette maladie comme une maladie inflammatoire, donc mettre des corticoïdes, des anti-inflammatoires, du méthotrexate, et puis rien n'y fait, et finalement les articulations vont se dégrader, ce qui va conduire beaucoup plus tard à la mise en place des prothèses qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors voilà, donc une histoire tout à fait atypique. Et puis sur la notion de ces liquides articulaires puriformes, et puis des troubles de cicatrisation dont le malade nous avait parlé, on me pose une première question, et puis on utilise les outils les plus modernes dont on dispose actuellement, donc je prends mon smartphone, et puis je cherche sur Internet, voilà, pour lui montrer ce qu'est un pyoderma. Et alors là, lui se saisit lui-même de son smartphone, et me dit, mais j'ai ces photos de mes troubles de cicatrisation, je vais vous montrer. Les voici. Et donc, vous voyez des plages de nécrose qui ont été excisées là en partie sur le trajet de la cicatrice. Vous voyez qu'au passage, il a également une arthrodèse des 2 chevilles, ce pauvre garçon. Et vous voyez ces successions de photos avec ces troubles cicatriciels absolument monstrueux. Il va falloir des mois pour arriver à la fermeture de ce pertuis cutané après plusieurs temps de greffe. Voilà, vous voyez ici, et vous voyez ici sur des photographies prises au cours de la consultation, les cicatrices que garde ce garçon au long cours. Il y a d'autres petits signes un peu inhabituels, cet hippocratisme digital, alors voilà, qui a été plutôt décrit au cours des cryopyrinopathies, mais voilà, je vous le livre comme je les ai vus chez ce garçon. Et ce garçon, quand je m'interroge sur l'aspect de ses ongles, il me dit « Oh mais non, mais ça c'est dans la famille, ma mère a ça également. » Ça quand même, voilà, ça fait beaucoup. Et donc je l'interroge sur le reste de sa famille, et il me dit que son fils est suivi en pédiatrie pour un rhumatisme inflammatoire, comme lui, et qui fait quelques crises dans l'année, qui répond pas bien au méthotrexate, que plus récemment il a été mis sous étanercept,
qu'effectivement, à la ponction, on a aussi eu un liquide épais, puriforme, et puis qu'il fait de temps en temps des éruptions bulleuses. Et là, on est toujours aidé de cette technologie médicale très particulière que devient le smartphone. Et j'ai donc les photos de ce gamin, vous voyez, avec ses belles joues rouges, et puis sur le thorax, une éruption là beaucoup plus atypique, bulleuse, extrêmement particulière. Vous allez me l'accorder, tout ça sent fortement la génétique, et si on fait l'addition, arthrite purulente, Pyoderma gangrenosum, début très précoce, à l'âge de 2 ans, une inefficacité des traitements conventionnels des arthrites juvéniles idiopathiques, une symptomatologie voisine chez le fils. On discute un papa syndrome pour pyogénique arthritis, pyoderma gangrenosum, acné, alors là, il n'y a pas d'acné, syndrome, qui est une maladie donc autosomique dominante qui a été identifiée début des années 2000, donc vous imaginez bien qu'il y a 25 ans, le diagnostic, ou 35 ans même, le diagnostic n'a pas pu être fait. Et donc, on va contacter la collègue pédiatre qui suit ce gamin et qui, en fait, s'était déjà plus ou moins posé la question et qui, donc, rapidement, fait une prise de sang, fait signer les accords de la famille pour faire les tests génétiques et qui a pu confirmer chez le fils la réalité de ce syndrome. Donc, on montre bien, effectivement, une mutation dans le gène PSTP-IP1. Voilà. Alors, j'ai pas fait le test génétique chez le papa parce que, bon, il y a toujours une incertitude entre la paternité. Voilà. Enfin, compte tenu de la ressemblance phénotypique, on s'est satisfait de ce diagnostic de très forte présomption. On a programmé bien sûr le remplacement de la prothèse du genou de cet homme, chirurgie qu'on a encadrée d'injection d'anakinra, et tout s'est merveilleusement bien passé, et aucun trouble de cicatrisation. Et puis, plus sympa aussi, eh bien, l'enfant, depuis que ce diagnostic a été fait, a été mis sous canakinumab, avec un résultat extrêmement spectaculaire. Et voilà, donc un diagnostic satisfaisant, même si vous voyez que, en fait, le diagnostic, là, cette fois-ci, il a été fait à l'âge de 35 ans. Alors voilà, le syndrome de papa, on va pas l'illustrer ici, hein, c'est pas le propos de cet exposé. Voilà, vous connaissez bien sûr ce syndrome, cette mutation qui concerne le gène d'une protéine qui intervient dans le complexe de l'inflammasome. Alors vous connaissez hein, le gène de la cryopyrine qui est partiellement inactivé par celui de la pyrine, donc il vient rentrer en compétition. Quand vous avez les deux allèles mutés de la pyrine, vous avez une EFMF. Eh bien, PSTP-IP1 est un inhibiteur ou un compétiteur de la pyrine. Donc vous retombez là de nouveau dans ces mécanismes. Vous bloquez le frein, donc vous avez un équivalent d'accélération et vous reproduisez quelque chose qui est proche de ce qu'on connaît dans les cryopyrinopathies. Que peut-on retenir de cette observation? Bien, encore une fois, les maladies auto-inflammatoires sont de description récente, et donc il y a des tas d'adultes qui ont développé leurs symptômes dans l'enfance, mais à un âge où à une époque où il était impossible de faire ce diagnostic. Et donc le rôle de l'adulte, du médecin d'adulte, ça va être de repérer une histoire complètement atypique, un diagnostic qui en fait ne correspond pas au rhumatisme articulaire aigu ou à l'arthrite juvénile idiopathique qui a été évoqué il y a 25 ou 30 ans, et de revenir sur les circonstances initiales qui permettent de rétablir ce diagnostic. Donc, encore une fois, le diagnostic d'une maladie inflammatoire peut être effectué de nombreuses années après le début de l'histoire. Mais là, on est sur des histoires finalement typiques, puisqu'elles ont débuté dans l'enfance. Maintenant, on a une autre situation que sont les maladies auto-inflammatoires qui se révèlent à l'âge adulte. Et là, on va repartir sur une histoire clinique bordelaise. Un homme de 42 ans qui décrit depuis une quinzaine d'années, dans les 15 ans, ben, on est autour on est après la vingtaine, hein, 25 ans, 27 ans, et c'est à cette époque que le patient développe ses premières manifestations, donc des crises environ annuelles qui associent une fièvre à plus de 40, une éruption urticarienne que je vous montrerai tout à l'heure en fin d'éruption sur tout le corps, des yeux gonflés, voilà, qu'on va appeler un édème palpébral ultérieurement, une très forte fatigue et des arthralgies intenses sans qu'il y ait jamais eu de gonflement articulaire. Régulièrement, ces crises sont traitées par anti-inflammatoires qui font pas grand-chose, des corticoïdes qui l'améliorent un peu, mais il faut des doses de cheval,
40, 50, 60 mg d'équivalent de prednisone. Et puis de toute façon, ces crises, elles régressent en 3-4 semaines. Donc le temps qu'on ait donné un premier anti-inflammatoire qui fait rien, un deuxième anti-inflammatoire qui fait rien, et qu'on mette les corticoïdes, on arrive au bout des 3 semaines, et la crise passe, et finalement, c'est le dernier médecin qui a eu l'air malin en donnant un produit qui intervient au moment où la crise cède d'elle-même. Bien sûr, ce patient a fait l'objet de tas d'investigations. Il a subi les derniers outrages dans les différents services auxquels il a pu se référer, à la recherche d'une infection, à la recherche d'une maladie auto-immune, à la recherche d'une hémopathie qui a été évoquée, parce qu'à plusieurs reprises, on a repéré quelques ganglions, et tous ces bilans se sont révélés strictement négatifs. Et ce qui va nous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, parce qu'on serait bien parti sur autre chose, sur éventuellement un style, c'est qu'en fait, ce patient dit que son frère il fait à peu près la même chose. Son frère est plus jeune, donc il a démarré plus tard, mais à peu près vers le même âge, 27-30 ans, et il a à peu près les mêmes symptômes. Alors voilà, j'ai mis 2 photos bout à bout parce que j'ai été partagé entre le fait de prendre un grossissement plus intéressant et de montrer l'extension de cette éruption. Vous voyez sur tout le corps des petites plages urticariennes tout à fait caractéristiques, là qui sont en fin de pousser le temps que ce malade obtienne son rendez-vous. Alors, ce qu'on aurait pu bien sûr discuter, c'est notamment une maladie de style, encore une fois, mais vous voyez, les crises très régulières, une fois par an, absolument aucune symptomatologie entre les crises, aucune altération articulaire à l'examen clinique, l'absence de sensibilité ou la faible sensibilité aux corticoïdes, là c'est quand même très atypique pour une maladie de style, et puis la même pathologie chez son frère. Là, encore une fois, ça peut sentir la génétique. Alors, bien sûr, on va se tourner, qu'est-ce qui ressemble à une maladie de style? Ce sont ces groupes de maladies qu'on appelle maladies auto-inflammatoires. Alors, des signes urticariens cutanés, on les a. Les sérites, j'en sais rien. Les signes articulaires, oui, on les a. Les signes oculaires, alors c'est pas périorbitaires, on les a. Les troubles digestifs, il a quelques douleurs abdominales parfois. Les signes généraux, l'extrême fatigue, la fièvre, tout ça, on les a. Les poussées récurrentes, on les a. Le seul truc qui vraiment colle pas, c'est le début dans l'enfance. Là, ici, on n'est plus chez un enfant délibérément. Encore une fois, les crises ont débuté après l'âge de 25 ans. Donc, on se retourne sur ce diagramme qu'on a déjà utilisé tout à l'heure. Il y a 2 maladies qui sont compatibles avec un diagnostic tardif, en tout cas dans les limites de celles qui sont actuellement décrites. La fièvre méditerranéenne familiale, d'un côté, le TRAPS, de l'autre. Alors, ça ne ressemble pas à une maladie périodique, bien évidemment. Par contre, pour le TRAPS, vous avez tous les signes habituels de cette pathologie, la fièvre, l'œdème périorbitaire, l'urticaire, les douleurs abdominales, les myalgies, les arthrites, etc. Il manque que les fasciites. Et puis surtout les crises, je vous dis, 3, 4 semaines, ces crises comme ça qui durent sur plusieurs semaines, là aussi c'est très particulier. Et ça les oppose complètement à ce qu'on observe dans la fièvre méditerranéenne familiale, où c'est des crises extrêmement brèves qui s'étalent sur 1 à 3 jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on évoque une maladie auto-inflammatoire? Eh bien, alors, ça manque un peu d'élégance, mais tant pis, je vais vous le dire comme on le dit à Bordeaux. On tape 3615, code Isabelle Touitou. Donc, on appelle Isabelle à notre généticienne favorite à Montpellier, en lui expliquant qu'on évoque un TRAPS. Elle tique un peu sur l'âge de début de la symptomatologie, mais comme elle est sympa et qu'elle n'ose pas pour l'instant nous dire non, elle fait l'étude génétique chez ce patient. Et on va tomber sur une mutation, sur un variant que vous voyez ici, R92Q, qui est un variant de signification indéterminée. Et donc Isabelle me dit, tu vois, je te l'avais bien dit, la génétique peut pas confirmer, c'est pas avec un variant pareil que tu peux affirmer un diagnostic de TRAPS. Ok, mais le malade, il est quand même devant nous, et donc il faut qu'on essaye de s'en sortir. Donc on va le traiter comme tel, réponse médiocre à la colchicine. À l'époque, voilà, on discutait, c'est une anomalie de la forme soluble, une perte de la forme soluble du récepteur au TNF, et donc on avait fait un essai loyal d'étanercept, une histoire qui a déjà quelques années, et pas d'amélioration significative, et donc on va se retourner vers l'anakinra, et là, cette fois-ci, réponse immédiate, et depuis donc maintenant 10-12 ans que cette histoire a eu lieu, qu'on a fait qu'on a évoqué ce diagnostic, eh bien le patient est très très stable. En fait, il fait toujours à peu près une crise par an, mais dès qu'il sent la crise arriver, il se met sous kinérète et tout va bien. Voilà, ce diagramme simplement pour rappeler que maintenant on admet que l'activation de l'inflammasome, ça passe par
l'accumulation de cette protéine, donc ce récepteur au TNF, qui ne se dégrade pas puisqu'il est non clivable de la membrane et qui va donc s'accumuler dans le réticulum et déclencher une activation par des phénomènes d'unfolded protein response, donc l'activation de l'inflammasome. Que retenir de cette observation? Encore une fois, certaines maladies auto-inflammatoires peuvent être de révélation tardive. C'est quand même fondamentalement chez des gens jeunes, donc adultes jeunes, caractère périodique des symptômes, CRP très élevé. Je ne l'ai pas précisé dans l'observation, mais il y a une CRP qui était régulièrement en crise autour de 150, 180, 200. Une inefficacité des thérapeutiques inhabituelles, et puis par opposition aux formes pédiatriques, eh bien, très souvent les mutations identifiées sont de signification indéterminée, et donc le diagnostic reste probabiliste et essentiellement clinique, finalement plus clinique que génétique. Et dernier chapitre, les formes de chevauchement avec des maladies inflammatoires conventionnelles. Alors, je vais vous raconter deux petites histoires. Voilà, ce patient, une vingtaine d'années, adressé pour suspicion de spondylarthrite devant des douleurs thoraciques antérieures et interscapulaires qui évoluent par crise brève depuis un an et quelques, des arthralgies des genoux, un syndrome inflammatoire avec une CRP entre 40 et 60. C'est un garçon d'origine algérienne. Dans l'enfance, il a subi une amygdalectomie et il a fait des otites fréquentes. Enfin, c'est quand même relativement banal, bien évidemment. Son frère, un peu plus âgé, un tableau à peu près équivalent à ce qu'il décrit, là aussi depuis l'adolescence. Une imagerie strictement normale, un bilan immunologique négatif, un B27 positif, donc ce qui va bien sûr renforcer l'hypothèse d'une spondylarthrite, une insensibilité par contre au traitement anti-inflammatoire non stéroïdien, et puis un épisode particulièrement sévère en fait qui va le conduire à son hospitalisation dans notre service, avec une fièvre élevée, des arthralgies, une CRP à 120. Alors bien évidemment, on a essayer de traquer une pathologie infectieuse que l'on n'a pas trouvée, et puis c'est devant voilà ce doute sur l'intrication entre signes de spondylarthrite et éventuellement une fièvre méditerranéenne familiale compte tenu de l'origine de ce garçon qu'on va essayer de la colchicine avec une très bonne réponse. On va faire la recherche génétique, et là cette fois-ci on tombe sur une vraie mutation, mais par contre à l'état hétérozygote. Voilà. La recherche va être faite également chez son frère. Même mutation, c'est rassurant pour le papa, mais là aussi à l'état hétérozygote. Alors je vous rappelle que les deux garçons avaient le même type de symptômes. Alors les symptômes, vous les connaissez, on va pas on va pas y revenir. Le caractère bref des crises, tout ça, ça collait à peu près avec ce qu'avait ce garçon. Reste à savoir si on peut retenir le diagnostic de fièvre méditerranéenne familiale alors que c'est une maladie récessive avec une seule mutation identifiée. Eh bien, vous le savez, dans la littérature, il y a bon nombre de publications où on a simplement un des allèles muté, et sans qu'on en comprenne parfaitement la raison, manifestement, cette maladie récessive peut s'exprimer quand bien même un seul allèle soit muté. Alors, quelle pourrait en être la raison ? Eh bien, une des hypothèses, et ce que nous avons formulé pour ce garçon, c'est qu'en fait, vous ayez d'un côté un allèle muté pour la fièvre méditerranéenne familiale, et puis de l'autre côté, un autre facteur génétique à risque pour une maladie inflammatoire. Alors, ça peut être note de carte 15 comme dans la maladie de Crohn, il y a des publications dans ce sens. Ça peut être également B27 en faveur d'une spondylarthrite ankylosante, et là aussi, il y a un certain nombre de cas rapportés dans la littérature pour lesquels on peut se poser la question. Dernière question qu'on peut se poser, c'est une maladie de B7. Alors, il n'y avait pas les caractéristiques cliniques véritablement chez ce malade, mais là encore, finalement, un seul variant, une seule mutation du gène donc associé à la maladie périodique, plus d'autres facteurs génétiques, sont des choses qu'on retrouve chez bon nombre de patients avec un diagnostic de maladie de B7. Alors, eh bien, probablement, effectivement, c'est pas n'importe quelle maladie périodique qu'on va diagnostiquer comme ça tardivement et éventuellement en association avec une autre maladie inflammatoire. Ce sont des formes frustes, incomplètes, des formes atténuées, et c'est ces diagnostics, ces formes incomplètes qu'on va bien sûr être amené à diagnostiquer plus fréquemment chez un adulte que chez un enfant. Dernière observation, pour faire vite, mademoiselle donc D, 28 ans, qui nous est adressée dans les suites d'une chirurgie. Alors son histoire est singulière,
elle a une succession de maladies infectieuses, entre guillemets, depuis l'enfance, nombreuses crises fébriles pour lesquelles on n'a pas identifié ni virus ni bactéries, des otites, des rhinopharyngites à répétition. Elle a été soumise à de multiples antibiothérapies, généralement totalement inefficaces, qui imposaient finalement le recours à une corticothérapie pour faire passer les symptômes. Plusieurs crises abdominales violentes qui ont conduit cette jeune femme aux derniers outrages, une appendicectomie mais avec une histologie appendiculaire normale, une laparoscopie pour suspicion d'invagination intestinale dans l'enfance. On retrouve un simple épanchement péritonéal sérosanglant et on dit que finalement l'invagination elle avait dû se redresser toute seule, ce qui est quand même franchement inhabituel. En tout cas, le chirurgien était vénard. Et puis quelques années plus tard, on fait une deuxième laparoscopie. Donc pour une crise douloureuse abdominale terrible avec de la fièvre, on retombe sur un épanchement péritonéal séreux, sans germe, et on coupe quelques brides, mais qui paraissent totalement indépendantes de cet épisode. Et toujours est-il que nous la voyons donc des années plus tard, puisqu'elle a 28 ans, adressée pour des douleurs articulaires, dans un contexte d'épisodes fébriles récents et de douleurs abdominales qui, à 28 ans, ont motivé une cholécystectomie. Avouez que c'est un peu vache pour une jeune femme qui avait probablement absolument pas de cholécystite. Mais encore une fois, on paye un lourd tribut aux chirurgiens quand on fait ce type d'épisode de crise douloureuse abdominale avec de la fièvre. Alors, on va reprendre le bilan chez cette jeune femme, et on va traquer, bien sûr, compte tenu de ce lourd passé dans l'enfance, on se dit, on est dans la première situation. Et donc, on va rechercher tout et le reste. Alors, l'hyper-IgD, tout est négatif. C'est pas un TRAP, c'est pas une FMF, c'est pas une mevalonate kinase deficiency. On élimine tout, et donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste la malade avec ses épisodes fébriles, ses arthralgies, ses douleurs abdominales, qui n'ont pas changé, même si Isabelle Touitou refuse obstinément de nous confirmer un diagnostic de maladie auto-inflammatoire. Alors, est-ce qu'au prétexte que la génétique ne nous aide pas, on peut éliminer le diagnostic de maladie auto-inflammatoire? Vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Certainement pas. Et il y a probablement encore des choses à découvrir, heureusement pour nos plus jeunes collaborateurs, et probablement que tout n'est pas décrit et caractérisé parfaitement dans ce groupe singulier des maladies auto-inflammatoires. Alors que retenir de ces deux observations? Encore une fois, le diagnostic formel est parfois strictement impossible. On est dans un climat auto-inflammatoire, pas de preuve génétique absolue. Alors, est-ce qu'on peut s'aider des tests thérapeutiques à la colchicine, aux inhibiteurs de l'IL-1? Probablement, et bien évidemment que c'est ce qu'on fait en pratique, puisqu'il faut bien quand même répondre à la demande de ces malades. C'est bien sûr pas des preuves formelles, et la gestion de ce type d'observation, c'est bien sûr une gestion pragmatique. Mais il y a autre chose qu'il faut faire dans ce type de situation, c'est se tourner vers les véritables artistes de ces maladies auto-inflammatoires, et donc s'aider des consultations en ligne qu'on peut faire auprès du centre de référence. Et le CEREME est absolument fondamental pour discuter de ce type de situation et prendre des décisions de façon collective. Ça remplacera jamais le colloque singulier du médecin face à son patient, mais on n'est pas plus bête quand on réfléchit à plusieurs. Et puis surtout, ces observations, le fait de les colliger, le fait de les réunir, le fait de les discuter en groupe, ça permettra peut-être à l'avenir d'identifier des maladies pour l'instant non identifiées. En tout cas, tous ces dossiers, pour nous, sont très régulièrement discutés avec Véronique Engen, Isabelle Conepo, Isabelle Touitou, Gilles Gratteau, bien entendu, enfin toute l'équipe qui anime le CEREME de façon régulière, avec toute la compétence qu'on leur connaît. Et c'est vraiment une aide tout à fait fondamentale dès qu'on discute ce type de situation. Alors pour conclure, eh bien, ces maladies auto-inflammatoires diagnostiquées chez l'adulte, vous l'avez bien compris, le plus souvent, ça va être quand même des situations où il y a eu des manifestations dans l'enfance, manifestations qui n'ont pas été reconnues comme une authentique maladie auto-inflammatoire. Alors, on a avancé plusieurs types de diagnostics, le fameux RA qui n'existe plus ou quasiment plus sous nos latitudes.
ou une maladie de style, ou une autre forme d'arthrite juvénile idiopathique. Ce qui attire vers ce diagnostic de maladie auto-inflammatoire, c'est bien sûr ces fièvres récurrentes, ces notions d'angine à répétition, de pseudo-méningite virale, tout ce qui a pu animer l'histoire d'un enfant, l'histoire atypique d'un enfant. Et puis chez l'adulte, eh bien, des manifestations qui sont souvent quand même plus frustes, mais un syndrome inflammatoire considérable, un syndrome inflammatoire important. Et puis, la grosse différence entre les diagnostics faits chez l'enfant et les diagnostics faits chez l'adulte, c'est que vous l'avez compris, bien sûr, on s'aide de la génétique, mais la génétique, pour les adultes, elle est souvent imparfaite, et des diagnostics qui n'ont pas été faits chez l'enfant, c'est souvent que les formes étaient quand même atypiques chez l'enfant, et que donc ce diagnostic génétique, il va aboutir bien souvent à soit une hétérozygosie pour la maladie périodique, soit à la mise en évidence de variants dont on ne connaît pas bien la signification véritablement pathologique ou pas, ou alors une espèce de melting pot entre des choses qui appartiennent, des facteurs génétiques qui appartiennent à une maladie inflammatoire conventionnelle de l'adulte, par exemple un B27, et puis un variant de signification indéterminée pour une maladie auto-inflammatoire. Et donc on conclura de la façon suivante, ce diagnostic de maladie auto-inflammatoire peut indéniablement être porté tardivement chez l'adulte, bien sûr plutôt chez l'adulte jeune. Le problème à cet âge, fondamentalement, c'est toujours pareil, c'est d'éliminer les grands diagnostics différentiels, que seront des pathologies éventuellement tumorales, une infection chronique, une maladie auto-immune ou une maladie inflammatoire chronique habituelle de l'adulte. Le diagnostic formel, le diagnostic positif formel repose bien sûr sur les tests génétiques, mais vous avez bien compris, fréquence des variants de signification indéterminée, problème de l'hétérozygosie pour la fièvre méditerranéenne familiale, difficulté du chevauchement avec les maladies inflammatoires classiques, et puis, très certainement, tout n'est pas connu, tout n'est pas décrit, et il reste probablement des maladies auto-inflammatoires non identifiées. Je vous remercie de votre attention.